Tunisia Bene House vous offre cette émission. Rendez-vous donné, rendez-vous pris. Mesdames et messieurs, merci donc de nous retrouver dans votre émission matinale là sur Guérit TV Monde. C'est donc parti avec les différentes rubriques de votre émission matinale. Le meilleur réveil. Tout de suite, la toute première rubrique avec Faouzia Sefou. Elle est déjà sur ce plateau. Faouzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous Latifat Korinou et bonjour à nos amis internautes de Guérit TV Monde. Alors, la toute première rubrique, vous la connaissez déjà si bien, la revue des titres. Et nous démarrons ce matin avec le quotidien Fraternité. Fraternité qui titre en sa manchette « Invitation de 2 pays de l'AES au défilé du 1er août ». Le Bénin, fidèle à sa logique de décrispation, Patrice Talon maintient la main tendue à ses voisins. Nous passons à présent à Matin Libre. Choix de compétences étrangères, pas de résultats miraculeux. Matinal s'installe à présent. Décision de la criette. Houndéon reste en prison. Daibi Info. Élection générale 2026 dans la 18e circonscription électorale. L'honorable Dapé Sossou le faisait de roi de tous les temps. L'indépendant à présent. Carte d'égalité, crédit, subvention. Le Bénin mise sur une inclusion effective des personnes handicapées. L'informateur, gouvernance sociale à l'ère de la rupture, un chèque de 5 millions de francs CFA à la FAFB. La boussole à présent, affaire Kona Parakou, les excuses publiques du journal La Boussole à l'endroit du ministre conseiller Rachidi Gbadamassi. Nous passons à présent au quotidien du service public La Nation. Festival des masques à Porto Novo, les couleurs annoncées. Et c'est ce quotidien qui boucle la revue des titres ce matin, Latifat Korinou. Et la revue des titres laisse à présent place, mesdames et messieurs, au bulletin d'information, toujours avec Faouzia Sefou. Nous démarrons ce bulletin d'information par une note en brève. Pas de remise en liberté provisoire pour Louis-Philippe Houndéon lors de son procès en appel. À l'ouverture de l'audience devant la chambre des appels de la Criette, le juge a entendu ce lundi 21 juillet les différentes raisons qui justifient leur décision d'interjeter l'appel. C'est alors que le prévenu Camille Kofi Amoussou va expliquer qu'il a fait appel de la décision rendue par le premier juge en raison de ce qu'il n'a rien à voir dans ce dossier. À son tour, Louis-Philippe Houndéon a déclaré qu'il a fait appel pour contester la procédure et que le premier juge qui a connu du dossier ne devrait pas se déclarer incompétent. Il a déclaré qu'il ne devrait pas être détenu pour les faits qui lui sont reprochés. Les avocats, Maître Fidèle Abouta, a introduit une demande de remise en liberté provisoire en leur faveur. Il a notamment évoqué l'état de santé dégradant de Kofi Camille Amoussou à la prison civile de Misrété. Après une petite subvention, les juges de la Chambre des appels de la Criette ont rejeté leur remise en liberté provisoire, rapporte l'envoyé spécial de Libre Express. Le dossier a été renvoyé en octobre 2025 pour être plaidé à fond. Sur un autre volet, amis internautes de Guérit TV Monde, la Cour suprême du Bénin a accueilli ce vendredi 18 juillet 2025 un colloque international de grande envergure à son siège à Porto Novo, axé sur le thème justice, état de droit et démocratie, regard croisé sur l'œuvre scientifique de Robert Badinter. Cet événement a rassemblé des figures éminentes du monde juridique, des universitaires et des décideurs politiques de divers horizons pour débattre du rôle crucial des institutions judiciaires dans le soutien et les principes démocratiques de l'état de droit. Le point. Dans cette salle sont réunis des acteurs du monde judiciaire. Ils ont massivement répondu à l'appel du président de la Cour suprême du Bénin, Victor Dastia Dossou, en marquant de leur présence le colloque international tenu ce vendredi 18 juillet 2025 au siège de la haute juridiction à Porto Novo.
Placé sous le thème « Justice, État de droit et démocratie », regard croisé sur les œuvres de Robert Badinter, cette assise de haute portée vise à explorer les contributions de Robert Badinter dans le renforcement des liens entre démocratie et État de droit. La mission de mettre en lumière l'héritage intellectuel de ce juriste engagé qui a œuvré sans relâche pour une justice fondée sur le droit et la dignité humaine. Cette préparation fut pour beaucoup d'entre nous l'occasion d'approfondir notre connaissance des écrits de l'éminent avocat que nous célébrons aujourd'hui. Certains ont découvert la richesse et la profondeur d'une œuvre intellectuelle exceptionnelle portée par une vie de conviction au service du droit. Prenant la parole, Victor Dassia Dossou, président de la Cour suprême du Bénin, a fait observer une minute de silence pour saluer la mémoire des vaillants acteurs du monde judiciaire disparu, notamment Robert Badinter. Merci à chacun et à tous. Merci d'avoir cru à notre audace. Poursuivant son allocution, il a exprimé toute sa gratitude aux participants ayant répondu présents à cette rencontre de haut niveau avant de rendre un vibrant hommage à Robert Badinter dont les enseignements demeurent pertinents pour guider les réformes judiciaires et promouvoir une culture du respect des lois. Nous organisons ce colloque parce que nous croyons aussi, aujourd'hui plus que hier, que la justice n'est pas seulement une institution. Elle est un idéal, un horizon d'exigence permanent, un pilier sans lequel ni démocratie ni état de droit ne peuvent tenir debout. Et en cela, le haut de Robert Badinter, juriste de conviction, universaliste de grande notoriété, humaniste de renom, défenseur acharné de l'état de droit, reste un phare pour notre époque. Nous voulons donc questionner, revisiter son héritage juridique, son héritage sur l'état de droit qui ne serait que chimère sans une justice forte et indépendante. Porteur du message du chef de l'État béninois à cette rencontre, Yvon Detchenou, ministre de la Justice, s'est dit convaincu que cette assise aboutira à coup sûr à des résolutions fortes sur la justice et l'État de droit. À travers son engagement contre la peine de mort, il n'a pas seulement marqué l'histoire de l'Hexagone ou même de l'Occident, il a forgé un repère moral dont l'humanité entière reconnaît aujourd'hui les fondements. C'est sur ce terrain de la justice que se jouera certainement la démocratie et le combat pour les droits de l'homme. Je crois, à cet instant et à cette étape de mon discours, en avoir assez dit pour me réjouir de la richesse des thématiques que vous avez programmées d'explorer, justice, état de droit et démocratie. Et je ne doute aucunement que les experts, au profil rare et très profond ici présents, que vous avez mobilisés par ailleurs, en affermiront pertinemment. Cet événement souligne l'engagement de la Cour suprême du Bénin à jouer un rôle actif dans la promotion des valeurs démocratiques et des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Nous poursuivons ce bulletin d'information. Un policier en fonction à la direction de l'immigration et de l'immigration a été condamné ce mercredi 16 juillet 2025 à 8 ans de réclusion criminelle. La chambre criminelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET l'a reconnu coupable des faits de détournement de deniers publics alors qu'il était en fonction dans cette direction chargée de l'établissement des passeports béninois. Hors de nos frontières, à présent à Madagascar, le marché Saboti à Ansirabé, l'un des plus grands du continent africain, est en flammes depuis qu'un incendie s'est déclaré lundi 21 juillet en début de soirée au cœur de la 3e ville de Madagascar. Celui qui est appelé marché du samedi fait face à des dégâts matériels considérables. Aucun bilan humain n'a été communiqué par les autorités pour l'instant et son origine est encore inconnue.
Les images captées par des habitants d'Ansirabé apeurés et sous le choc ont afflué sur les réseaux sociaux dans la soirée. On y voit des flammes immenses s'élevant au-dessus des étals et des commerçants qui tentent de sauver leurs marchandises au milieu des cris. Ces images laissent deviner des dégâts matériels considérables. Le feu semble avoir dévasté tout le marché, aussi bien le vaste hangar où étaient vendus fruits et légumes que les petits commerces en bois attenant. Une catastrophe pour la ville et sa région, tant ce milieu emblématique est un poumon économique. Le marché Sabossi fait vivre 3500 commerçants. Dans la soirée, le maire d'Ansirabé s'est rendu sur place avec le député de la ville pour demander de l'aide face à l'ampleur de la catastrophe. À ce stade, le gouvernement n'a pas encore réagi et on ignore si le feu a fait des victimes. Cet incendie rappelle celui en janvier dernier du marché Kantamonto à Accra au Ghana ou encore celui qui avait ravagé une partie du marché de la Liberté à Kinshasa en République démocratique du Congo en août 2024. Direction le Mali à présent, l'armée annonce dans un communiqué avoir mené le 21 juillet 2025 une opération de précision dans la zone de Tinfadi-Manta à une quarantaine de kilomètres de Menaka dans le nord, près de la frontière avec le Niger. Opération qui a permis la neutralisation de Ousmane Bakaya, 10 soldats présentés comme l'un des chefs notoires du groupe d'État islamique au Sahel, célèbre pour avoir semé la terreur dans la ville de Menaka et ses environs. Selon des sources sécuritaires locales, Souleymane Bakaya était un déserteur de l'armée malienne impliqué dans l'assassinat de civils, de policiers maliens et de combattants du MSA, groupe armé local allié à l'armée. Il aurait également été impliqué dans l'enlèvement du président de la société civile de Menaka, Sidi Barka, le 19 mai dernier. Au Togo, pour terminer, victoire de l'Union pour la République aux élections municipales. Le parti au pouvoir au Togo a remporté 75% des suffrages lors du scrutin organisé le 17 juillet. L'UNI a obtenu 1150 sièges sur les 1527 qui étaient en jeu. L'Alliance nationale pour le changement occupe le deuxième rang avec 51 sièges, alors que le taux de participation est de l'ordre de 55,15%. Plus de 4,5 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes lors de cette élection. Les résultats doivent être validés par la Cour suprême togolaise. Les formations politiques disposent de 5 jours pour contester les résultats. Plusieurs partis ont d'ailleurs fait savoir qu'ils déposeront des recours. Ces élections se sont déroulées dans un contexte dominé par des manifestations contre le pouvoir. Le Togo est entré dans la 5e République avec un président jouant un rôle honorifique. Les principaux leviers du pouvoir revenant au président du Conseil, poste occupé par Foresozima Yassingbe, qui tient le gouvernail de l'État. Ainsi prend fin ce bulletin d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Latifat Kouni, à vous. Merci à vous, Fauzia Sefou. On vous retrouve demain pour d'autres actualités. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission avec la météo du jour.
En note culturelle, mesdames et messieurs, après l'acte 1 de la deuxième édition du festival des masques de Porto Novo, la deuxième édition s'approche à grands pas pendant 2 jours, soit du 2 au 3 août 2025. Les places Lokossa, Migan, Abessan et Dagberonto, rénovées dans la ville aux 3 noms, vibreront au rythme des masques singuliers dont le Zangbeton et Gongon Gelede. Selon le programme des animations, le samedi 2 août, la place Lokossa abritera les démonstrations des masques Zangbeton, le gardien de nuit, pendant que le public prendra du plaisir à savourer des masques et Gongon. La place Abessan, quant à elle, sera le cadre où les masques Gelede et Gonuko ouvriront un spectacle riche en animation aux festivaliers et touristes. Les masques Python et Vaudon à Chinan égaieront les populations à la place d'Agberonto. Plusieurs animations sont également programmées pour vous dans la journée du dimanche 3 août 2025. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est à prendre pour les 2 et 3 août 2025 sur les places Lokossa, Migan, Abessan, d'Agberonto à Porto Novo pour la deuxième édition du festival des masques. Voilà tout pour la note culturelle. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans l'interview matinale de ce matin. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Fidèle Vaudounon, journaliste, analyste, directeur de publication sur le site Express. Si je ne me trompe pas cette fois-ci. Fidèle Vaudounon, bien le bonjour. Bonjour, chers consoeurs. Bonjour à tous les amis internautes. Oui, je suis Fidèle Vaudounon, directeur de publication du journal L'Express. Eh bien, nous sommes accessibles sur le www.quotidienl'express.bj. C'est ça même. Merci pour la précision. Fidèle Vaudounon, aujourd'hui, nous parlons des élections générales de 2026 les partis politiques face au seuil des 20%. Mais bien avant d'arriver à ce sujet, à cette problématique, comment qualifierez-vous le silence des acteurs politiques à l'approche des élections générales de 2026? Ah non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous me parlez de silence. Vous êtes plus sur le terrain que moi et vous ne vous a pas échappé que ces dernières semaines, ces derniers mois, on sent quand même un activisme au sein des partis politiques, même si, bon, ce n'est pas le regain d'activité qu'on a souvent constaté à l'approche des élections dans notre pays et plus encore des élections majeures, parce que cette fois-ci, nous aurons une année électorale pour rester donc dans la dynamique donc des élections générales. Cela dit, je pense pour ma part que non, il n'y a pas de silence, puisque pas plus tard que hier, avant-hier, moi j'ai noté des mouvements sur le terrain dans la 19e circonscription électorale, au sein donc d'un parti de la mouvance présidentielle, et j'ai la chance, je vais dire, tous les matins et tous les soirs, de passer devant le siège d'un parti de l'opposition très bien connu, la première formation politique de l'opposition d'ailleurs, où il y a toujours de mouvements, où il y a toujours de rassemblements qui s'observent. Donc je ne dirais pas comme vous qu'il n'y a pas vraiment de mouvement et qu'il y aurait un silence. Non, le silence est apparent et je pense sincèrement que les gens travaillent. Les gens travaillent, mais en ce qui concerne les déclarations de candidature, rien ne sort au niveau des partis politiques. Hein. C'est par là que je parle de silence. Ok, non, mais vous savez, ce qui se passe en réalité, c'est que la stratégie habituelle n'est plus de mise. Sauf la stratégie habituelle n'est plus de mise. Nous sommes aujourd'hui face à une situation où le parti, en tout cas le parti politique, est redoré de tout
son blason de façon à ce que ce n'est plus comme par le passé où c'est le leader du parti, où c'est le président tout puissant qui décide donc du sort des potentiels candidats, où c'est à lui qu'il faut faire allégeance. Donc aujourd'hui, il est question, même si ce n'est pas des primaires, je sais pas, standard, il y a quand même une sorte de primaire au sein des formations politiques qui permettent donc aux uns aux autres de déposer déjà leur dossier et d'attendre maintenant que les structures ou les commissions ou les comités qui sont mis en place pour étudier donc ces dossiers et voir le profil des potentiels candidats pour telle ou telle élection puissent travailler et faire certainement des propositions à la direction du parti ou à la présidence du parti, qui donc justement à faire une première validation ou une seconde validation. Je ne sais pas trop, j'essaie de me mettre un peu dans la peau des responsables de ces formations politiques-là. Donc, vous voyez, il y a une forme d'organisation plus structurée au sein donc, de nos partis aujourd'hui, à l'avènement donc de la réforme du système partisan, et qui permet aujourd'hui d'assister véritablement à l'exercice de la démocratie au sein de ces formations politiques, où ce ne sont plus des hommes qui sont forts, mais c'est beaucoup plus donc la formation politique, la structure politique qui est forte. Et ceci donc peut expliquer cela, parce que tel que les choses se déroulent, ce n'est pas parce que vous avez déposé le dossier que vous êtes déjà candidat. Donc il y a une forme de discipline au sein des partis aujourd'hui, et je suis tout à fait d'accord avec vous que ça donne l'impression que bien ça ne bouge pas, mais bien au contraire ça bouge. Vous le savez mieux que moi, vous avez certainement des amis qui sont potentiellement candidats et qui sont déjà en train de courir dans tous les sens pour réunir les pièces. À moins que vous soyez l'un des candidats. Donc, pardon? À moins que vous soyez un candidat. Non, moi je ne suis pas candidat, je suis journaliste. Et pour le moment, je ne suis pas encore engagé dans cette dynamique, dans cette logique-là. Mais nous connaissons des gens, nous avons des amis, nous avons des proches qui sont dans cette dynamique et nous les voyons s'affairer déjà depuis quelques semaines pour préparer et déposer les dossiers en attendant donc que la décision sorte donc au niveau donc des instances supérieures de différentes formations politiques. Alors fidèle Sénat Vaudounon, quel parti, à votre avis, je dis bien à votre avis, sont aujourd'hui en position de franchir le seuil de 20% sans difficulté? C'est une question piège, mais c'est encore une question banale selon moi. Parce que vous savez quoi? Moi j'ai eu comme l'impression, et je crois vous l'avoir déjà dit une fois sur votre plateau, que eh bien, cette loi-là a été en quelque sorte taillée à la mesure, me semble-t-il, donc du principal parti d'opposition aujourd'hui, les démocrates. Parce que quand vous analysez, vous verrez que ça s'aligne en quelque sorte sur les performances donc de cette formation politique-là. Et aujourd'hui, vous êtes d'accord que c'est la plus grande formation politique de l'opposition aujourd'hui, en tout cas déclarée et exerçant comme telle dans notre pays. Alors, vous êtes d'accord avec moi que si on part quand même de ce postulat-là, qui est que les 20% donc s'alignent déjà sur les potentialités, sur les aptitudes actuelles du principal parti d'opposition, il n'y a pas de raison que tous les partis, toutes les formations politiques, aujourd'hui valablement représentées et à même de prétendre justement à ces différentes élections, ne soient pas aptes justement à remplir les conditions des 20%. Donc pour moi, le problème ne se pose pas du tout, d'autant plus que tous les indicateurs prouvent que les principaux partis politiques aujourd'hui en présence sont à même donc de s'offrir justement ces 20%. Alors les trois formations politiques sont en mesure d'avoir les 20% au plan national. Ah oui. Me semble-t-il. Me semble-t-il. Quand on regarde le progressiste, le renouveau, quand on regarde le bloc républicain, quand on regarde les démocrates, nous pensons que quand on regarde, même de façon mathématique, on n'a pas besoin de se casser la tête. De façon mathématique, c'est bien visible, c'est bien palpable que eh bien, ces partis-là peuvent bien s'en sortir si ils essayent donc de travailler à vraiment mobiliser leur base et à vraiment se donner les moyens de leur politique. En revanche, je crois que la loi a laissé quand même une certaine ouverture, une certaine possibilité. Les accords de législature, les accords
enfin, les accords politiques, eh bien, toutes ces possibilités-là permettent, dans un cas comme dans un autre, de créer des ouvertures pour permettre donc, au cas où le parti en lui seul ne pourrait pas prétendre donc à ce pourcentage, de signer ces accords-là et de pouvoir s'en sortir dans un cas comme dans un autre. Donc, il n'y a pas de quoi se prendre la tête, hein, selon moi. Alors, fidèle Vaudouno, hein, le seuil où les dispositions prévues par le code électoral là, sont qualifiées de chrysogènes par l'opposition. Mais que pensez-vous du silence ou de la faible contestation de certaines formations politiques vis-à-vis de ce seuil, surtout les petites formations politiques? Vous savez, les petites formations politiques ont tort. Ont tort d'autant plus que tout le monde a convenu dans ce pays, hein, des plus anciens aux plus jeunes. Les éléments sont là. Vous en conviendrez qu'il fallait justement cette fameuse réforme du système partisan afin de n'avoir affaire qu'aux grandes formations politiques dans notre pays. Je pense qu'il y a de très grandes figures politiques de notre pays qui ont certaines même qui n'en est pas plus de 2. Aujourd'hui, nous en sommes au moins à 3. Et je pense que ce n'est pas rien. Cela ne voudrait pas dire que les autres formations politiques que vous qualifiez de petites n'ont pas leur droit de citer. Ils ont la possibilité de se fondre justement dans ces grands partis-là et de former des courants même au sein de ces partis-là. Je pense que ça participe de la vitalité de notre démocratie, ça participe de la vitalité de notre gouvernance politique de façon générale. Donc, a priori, ils n'ont pas, les responsables au niveau donc de ces partis de petite envergure, ils n'ont pas à s'en plaindre, d'autant plus qu'ils ont la possibilité de s'aligner derrière les grandes formations en fonction bien évidemment de leur idéologie, en fonction bien évidemment de leur vision hein, de la gestion politique dans notre pays. Et donc, je ne vois pas la pertinence donc de leur protestation si les grandes formations, à même de remettre la chose en cause, sont déjà d'accord. Cela dit, c'est de bonne guerre qu'ils puissent quand même s'exprimer. Mais s'ils ne le font pas, si ces responsables au niveau de ces partis dits petits ne le font pas, c'est que certainement ils n'ont pas de la matière pour le faire. Mais le champ reste tout de même ouvert pour tout le monde, d'autant plus que eh bien, la liberté d'opiner n'est pas encore chose exclusive dans notre pays, donc le problème ne se pose pas pour autant. Et parlant toujours des élections, faut-il craindre un taux élevé d'abstention si les électeurs sentent que l'alternative est verrouillée par ou semble être verrouillée par le seuil? Taux de participation, on n'en va pas mettre la charrue avant les bœufs, hein. Mais ce que moi je note déjà est qu'aujourd'hui, plus que par le passé, avec le niveau hein, donc de militantisme et tous les atouts qui sont aujourd'hui mis en jeu, il est difficile aujourd'hui de prétendre à cette éventualité-là. Parce que vous voyez, les candidatures aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, sont portées non plus par un individu à la tête d'un parti, mais par le parti. Et donc, dans ces conditions, vous êtes d'accord que pour prétendre, par exemple, à être candidat, il faut forcément quand même travailler dans son entourage, avoir un certain nombre de militants favorables justement au choix de sa personne. Parce que dans tous les cas, les responsables ne vont pas opérer des choix judicieux sans s'en remettre, enfin, consulter la base. Et cette base-là, c'est quand même les militants qui sont à cette base-là. Donc, il n'est pas envisageable qu'on parle donc de désamour parce qu'il leur semblerait que tel ou tel se serait accaparé du champ politique. Non, le champ politique reste ouvert. Et le privilège, le grand privilège pour le dernier militant, c'est de pouvoir justement exprimer son vote, exprimer son opinion, exprimer sa position à travers justement le geste donc du bulletin dans l'urne. Donc, je pense que le Béninois ne se permettrait pas justement ça dans le contexte actuel où nous allons vers de gros challenges et personne ne voudrait donc être du reste. De vos analyses, hein, pour terminer, fidèle Sénat Vaudouno, il faut juste comprendre hein, que l'actuel code, le code électoral, n'exclut aucun parti politique des élections à venir. Absolument, je suis assez clair là-dessus. Et c'est un débat que nous avons fait tout le temps. Et il a été prouvé que
même si on devrait ramener la chose à l'échelle du parti d'opposition, les démocrates, on se rend compte que c'est bien dans leur corps. Et à partir de ce moment-là, on a au moins en face 3 grands partis qui seraient à même justement d'animer ces joutes-là, d'animer ces joutes électorales-là. Et je crois que c'est déjà ça. Ce qu'il faut souhaiter maintenant, c'est que les autres partis, vous en avez parlé tout à l'heure, petits partis, puissent, dans un cas comme dans un autre, trouver leur place, dans un cas comme dans un autre, de façon à ce que, les chances vraiment des uns et des autres soient renforcées dans la perspective de passer le cap des 20% et de pouvoir prétendre aux autres conciliabules dans la mesure du possible. Donc, c'est à l'accord des uns et des autres, en tout cas des plus grands partis politiques reconnus aujourd'hui au Bénin. Et je pense que la fête aura lieu. Merci à vous, fidèle Sénat Vaudounon. Je ne peux que vous remercier pour votre disponibilité et très bonne journée à vous. Merci, c'est un plaisir et bonne suite à vous. Merci, plaisir partagé. Mesdames et messieurs, nous poursuivons avec la pub. Mesdames et messieurs, Anselme Orisha, nous retrouvons à présent dans la revue de presse du jour. Tunisia Bénin House vous offre cette émission. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Comme tous les mardis, l'actualité est un peu maigre ce jour et traitée pêle-mêle par les parutions. Fraternité nous apprend que 2 pays membres de l'Alliance des États du Sahel sont conviés aux festivités officielles marquant la 65e fête de l'indépendance du Bénin, notamment au défilé militaire prévu le 1er août prochain. L'annonce a d'ailleurs été faite par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Liandre-Oumbédi, précise le journal. Selon mon confrère, cette décision marque la volonté de Cotonou de retrouver de bonnes relations avec ces pays et le retour de la collaboration sous-régionale contre l'insécurité transfrontalière. Il s'agit donc d'une nouvelle tentative de décrispation de Patrice Talon à l'endroit des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Du moins, il maintient sa main tendue aux pays frères de la dite alliance, fait constater Fraternité. Pour le quotidien, dans ce contexte de tension sous-régionale, l'invitation adressée par le Bénin à 2 de ces pays à participer à ces fêtes nationales apparaît comme une action diplomatique audacieuse. Elle s'inscrit d'ailleurs dans une série de gestes de détente engagés par le président Patrice Talon depuis plusieurs mois, souligne le quotidien de Ménotin. Le journal rappelle plusieurs actions diplomatiques entreprises par le pouvoir de Cotonou dans la recherche de la normalisation des relations, dont l'envoi des émissaires à Niamey et la transmission des correspondances officielles au général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qui sont restés sans suite. Fraternité voit ainsi à travers cette nouvelle initiative de Cotonou une relance du processus de rapprochement. Plus qu'un simple protocole diplomatique, elle traduit la volonté du Bénin de maintenir un canal ouvert avec ses voisins malgré les divergences politiques, souligne l'apparition. Reste à savoir tout de même si cet appel du pied trouverait écho du côté des régimes de Niamey, Ouagadougou et Bamako, conclut Fraternité. Pendant ce temps, le journal du service public La Nation s'intéresse au festival des masques de Porto Nouveau, prévu les 2 et 3 août prochains. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a annoncé les couleurs à la faveur d'une conférence de presse tenue vendredi dernier dans la ville capitale, rapporte le quotidien. Lancée avec l'objectif de valoriser la richesse et la diversité des cultures du masque, la première édition du Festival des masques a su fédérer artistes, chercheurs, artisans, visiteurs et passionnés venus du Bénin et de l'international, rappelle La Nation. C'est dans cette dynamique, précise le journal, que l'édition 2025 propose à nouveau une immersion dans l'univers fascinant des masques, sacrés et profanes, avec une programmation qui mêlera activités scientifiques, célébrations populaires, créations artistiques et expressions musicales. Pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, le Festival des masques est un rendez-vous essentiel dans la mise en œuvre du déploiement de la politique culturelle nationale, rapporte le journal du service public La Nation. Selon le programme présenté
présenté par le directeur de l'agence Bénin Tourisme, Sendé Chekete, la journée du 2 août sera marquée à partir de 19 h par une soirée musicale exceptionnelle sur le boulevard lagunaire de Porto Novo. Le 3 août également à partir de 19 h, les plus grandes voix béninoises enflammeront le boulevard lagunaire de Porto Novo pour un concert spectaculaire placé sous le signe de la fête et du partage, note la nation. Dans la suite de cette revue de presse, Matin Libre rapporte les mises au point de Jean-Baptiste Elias sur l'audit du fichier électoral par rapport aux accusations d'un membre du COPIL, le pasteur Michel Alokpo. Contrairement aux accusations de Michel Alokpo qui dénonçait une irrégularité en évoquant la nomination d'une personne responsable des marchés publics, Jean-Baptiste Elias a brandi des correspondances officielles de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP. Nous avons saisi l'ARMP pour demander quelle procédure suivre et leur réponse a été claire. Nous ne sommes pas une entité autonome. Il fallait donc appliquer l'article 37 du Code des marchés publics et recruter un spécialiste de passation des marchés publics, a-t-il expliqué. Sur Esaïe TV, rapporte Matin Libre. Sur les relations avec les experts, Jean-Baptiste Elias a réfuté tout lien personnel avec les experts retenus, expliquant que lors de leur première rencontre, le 7 juin 2025, chacun d'eux a clairement affirmé ne l'avoir jamais rencontré auparavant. À travers cette mise au point, le président du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral au Bénin lève toutes sortes de doutes sur les soupçons de corruption et de mauvaise gestion entourant le recrutement des experts internationaux chargés de l'audit du fichier électoral. On parle justice dans cette revue de presse. Le matinal L'Informateur et La Nation nous renseigne que la chambre d'appel de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rejeté ce lundi la demande de mise en liberté provisoire pour l'ancien directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Oundénion. Le rêve de mise en liberté provisoire nourri par Louis-Philippe Oundénion est brisé, note le matinal. Malgré le plaidoyer de l'avocat de la défense, maître Fidel Abouta, démontrant la bonne foi de son client à coopérer avec la justice, la Cour a rejeté la demande de mise en liberté provisoire. Le dossier est ainsi renvoyé en octobre 2025, rapporte Les Parutions. Poursuivi pour harcèlement par voie électronique et incitation à la rébellion, Louis-Philippe Oundénion avait été interpellé après plusieurs interventions médiatiques dans lesquelles il s'était exprimé sur sa mise à la retraite et la lutte contre le terrorisme au Bénin. Le 19 mai dernier, le juge correctionnel s'était déclaré incompétent, estimant que les faits reprochés relevaient de la qualification criminelle. Le dossier a alors été renvoyé à l'instruction. Une décision contestée par le parquet spécial qui considère que la Cour reste compétente pour juger les faits. Il avait d'ailleurs requis 2 ans de prison contre l'ancien chef de la police. Amis de la revue de presse, mesdames et messieurs, ainsi va l'actualité telle que vue et traitée par les quotidiens ce mardi. Merci de nous avoir suivis. À demain. Avant de vous souhaiter une très belle journée, mesdames et messieurs, ne doutez jamais de votre valeur. Ce que vous construisez dans l'ombre finira par briller en pleine lumière. Il suffit d'y croire et de persévérer. Merci donc de nous avoir suivis, chers amis internautes. Rendez-vous à prendre demain pour le tout prochain numéro de votre émission Le Meilleur Réveil. Surtout, prenez soin de vous.